passe par la droite. T'inquiète, Passe par la droite. T'inquiète, je suis champion d'Europe 93. Champignon, Allez. Oui, voilà. Oh, putain! T'as déconné! Vous m'avez déconcentré, Arrêtez, vous prenez pas la tête, on va se passer un bon film les mecs. Qu'est-ce que t'as? Je viens de télécharger le tout dernier Fast and Furious. Vous en pensez quoi là? Mais j'en pense que c'est la merde! Quoi? Comment ça? Parce qu'attendez les mecs, vous savez ce qu'il y a? On a le dernier épisode sur la Supra au petit garage. Salut les petits garagistes, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on vous emmène en balade sur les superbes routes de la Haute-Marne. Et pas au volant de n'importe quoi, c'est au volant de la dernière née d'une légende dans le monde de la Jap. Je parle bien sûr de la Toyota Supra Biturbo MK4. Alors tout d'abord, laissez-moi vous faire une petite rétrospective sur les modèles précédents. L'histoire de la Toyota Supra commence en fait à la fin des années 70. La Toyota Celica XX ou Toyota Celica Supra est une grosse Celica de luxe allongée à l'avant afin de recevoir un sympathique 6 cylindres en ligne, allant jusqu'à 145 chevaux, ce qui à l'époque est déjà loin d'être ridicule. La deuxième Supra, elle, s'enfonce encore un peu plus dans le grand tourisme, en adoptant les codes stylistiques en vogue dans les 80s. Phare rétractable et ligne tendue sont légion. Cette belle GT n'oublie d'ailleurs pas de se munir d'une cavalerie encore plus conséquente qu'auparavant, avec 170 bourrins au menu sous son long capot. La troisième Supra, elle, abandonne définitivement le nom de Celica. Bien qu'étant historiquement liée à elle, la Supra 3 devient indépendante au niveau de son patronyme. Les lignes sont-elles une franche évolution dans la continuité du style de la seconde génération? Cela dit, à la fin des années 80, le turbo trouve aisément sa place aux côtés du 6 cylindres en ligne et propose jusqu'à plus de 260 chevaux. Et enfin, notre modèle du jour, la A80, la fameuse MK4, devenue si fameuse avec les couleurs Castrol sur circuit, puis d'en rencontrer surtout grâce à Gran Turismo et Fast and Furious, on doit l'avouer. La marque 4 est en fait apparue en fin 1993, en version atmosphérique, en version turbo et également en version biturbo. Elle était censée faire la nique au teuton comme la Porsche 911 pour ne citer qu'elle. Ambition que Toyota s'était donné les moyens de réaliser grâce notamment à sa version haut de gamme, munie du moteur 2JZ GTE, moteur apparu d'abord sur la Mark III. C'est donc un moteur de 6 cylindres en ligne de 3 litres et suralimenté par 2 turbos développant au maximum 330 chevaux, de quoi jouer à armes égales avec les 6 à plat de la firme de Stuttgart. Mais aussi pas un équipement à la hauteur, comme le contrôle de traction, la direction asservie à la vitesse, l'autobloquant Torsen, la boîte Getrag à 6 rapports et même une option Targa. Autant dire qu'elle était largement capable de remonter les bretelles des stars européennes de l'époque. Elle trouvait un succès d'estime amplement mérité avec 45 221 exemplaires vendus entre 93 et 2002, ce qui n'est vraiment pas négligeable pour une GT de si haut vol. Malheureusement, en Europe, cela dit, le succès a été vraiment mitigé, malgré le fait que ce soit à l'époque la GT 2+2 la plus puissante et la plus rapide de toute sa catégorie. Seulement 11 239 exemplaires entre 93 et 96, année où Toyota décide d'arrêter les frais concernant la Supra en Europe. Pire encore, en France, seulement 49 exemplaires ont trouvé preneur en 6 mois de commercialisation. Et oui, et c'était toutes des biturbo et toutes en BVM6. Bien évidemment, c'était donc toutes des hauts de gamme, horriblement chères pour les amateurs non avertis. Ces derniers ne comprendront donc jamais que les 420 000 francs à débourser à l'époque vous permettaient alors de nettoyer le rétro d'un simple coup de pied droit. Malheureusement pour la Supra, en fait, ce qui lui manquait réellement, c'était l'image de marque des Japonais, qui n'était alors pas aussi forte à l'époque aux yeux des accros de la vitesse. Et ce, malgré les essais presse de l'époque, qui couvraient réellement la Supra de nombreux éloges. La preuve avec Turbo sur M6 par exemple, qui voyait en elle un monstre à deux têtes, à la fois extrêmement raffiné, mais aussi extrêmement brutal. De plus, elle proposait un dessin totalement nouveau, en totale adéquation, à la fois avec le marché japonais, là où le biodesign était tant apprécié à l'époque, et à la fois avec l'Amérique et des lignes tendues, ainsi qu'un capot qui s'étend largement vers l'horizon.
Le tout en résultait malgré tout un très bon CX de 0,33. Fast and Furious et Gran Turismo étant encore le premier motif d'achat des trentenaires qui ont été ébahis par ce gros sushi, on ne sait plus trop si c'est une vraie GT à tendance sportive, une véritable sportive sans concession ou juste une grande autoroutière prétentieuse. Le petit garage s'est en fait donné aujourd'hui la mission de tout vous dire. Pour commencer, la ligne est radicalement différente des 3 premières moutures, et pour moi, c'est une véritable réussite. Il se résume en un mot, c'est-à-dire le mot harmonie. Il est à la fois docile et bestial dans un équilibre parfait. La taille de l'auto elle-même est une preuve de ce que j'avance, avec 4,5 m de long pour 1,80 m de large et seulement 1,2 m de haut. Il impressionne au moins autant qu'il apaise. Le profil est un exemple typique de cette harmonie, jugez vous-même. Notre exemplaire du jour est muni d'ailleurs de rajout de bas de caisse pour vue des copes et du rajout de pare-choc arrière optionnel d'époque. Ce qui donne encore plus d'agressivité à la ligne sans pour autant dénaturer la ligne de galette plage de cette voiture. À l'arrière, l'ambiance bio-design est perpétuée par des feux tout en rondeur et un pare-choc très enveloppant. Tandis qu'à contrario, le côté trapu est lui assuré par des hanches très larges en résine et une coupure nette de la ligne qui ne fuit pas comme une 911 en fait par exemple. De plus, histoire de prononcer encore un poil le côté musclé du cul de notre grande dame, on retrouve posé sur le haillon arrière un aileron très imposant en fibre de carbone made in TRD, d'une taille qui impressionne vraiment au moins autant qu'il est fonctionnel à haute vitesse. Désormais, posons-nous face à face, les yeux dans les yeux, avec Madame Supra, et le tour de force général de rejoindre deux concepts pourtant aux antipodes l'un de l'autre se retrouve encore une fois ici. Cette phase 2 est une merveille à l'œil. Les grands phares reconnaissables entre mille, surlignés de noir, ressortent d'une belle manière. Tandis que la prise d'air béante sur le pare-choc semble être prête à avaler absolument tout ce qui bouge. C'est très joli, mais c'est aussi nécessaire pour gaver d'air frais le gros 3 litres et ses deux turbos. Cette face avant très plongeante n'est pas la plus agressive de son époque. En atteste le capot en alu quasiment démuni de relief. Mais force est d'avouer qu'il est relativement difficile de dire de la Supra qu'elle est moche ou qu'elle manque de personnalité. C'est un quasi sans faute car le côté lissé et enveloppant, malheureusement, assujettit la voiture à toutes les attaques du quotidien. Et on devient rapidement parano quand quelqu'un s'approche un peu trop des pare-chocs. Passons à l'intérieur. Le modèle que Ludo nous a prêté aujourd'hui provient directement du pays du soleil levant. Ce qui explique que, en ouvrant la porte, je ne trouve pas le volant du côté habituel et que le compteur n'affiche que 180 km/h. Sans transition, avec cette petite parenthèse, continuons directement avec les points noirs de cet intérieur. Points noirs qu'elle partage d'ailleurs avec de nombreuses japonaises, c'est-à-dire l'ambiance. Tout est noir, ou presque. Et si ce n'est les cerclages chromés de certaines commandes Mano et autres compteurs, on ne sent pas tout de suite une grande fantaisie. C'est aussi festif qu'un enterrement, sans déconner. Cela dit, elle partage aussi avec de nombreuses autres japonaises une grande qualité. La qualité de fabrication ainsi que l'ergonomie générale. L'installation à bord, bien qu'un peu difficile dans une voiture aussi basse, nous permet de découvrir des sièges au maintien excellent et une position de conduite en somme toute assez allongée au final, mais qui se règle de toutes les manières possibles grâce à un siège électrique et un volant réglable en hauteur. Si vous êtes mal installé, c'est clair, c'est que vous le faites exprès. Dans ce cockpit, tout se trouve sous la main. C'est un véritable bonheur. Un bouton égale une commande. Il n'y a pas plus simple. Tout est incliné vers le conducteur. Les compteurs bien protégés du soleil sont lisibles en toutes circonstances. Et on trouve toutes les informations nécessaires comme la vitesse, les tours minutes, la pression de turbo ou la température des fluides d'un simple coup d'œil. De plus, la multiplication des cadrans, avouez-le, ça fait vraiment sport à la manière des années 70. Et c'est un régal aussi pour les yeux. Je regrette seulement l'absence d'un manot de pression d'huile vu le caractère moteur de cette auto. En bonus, la finition est excellente. Aucun rossignol, aucun vieillissement des plastiques ou de la sellerie est à noter, ni de déformation de vis apparente ou de faisceaux pendouillants. La rigueur japonaise vaut largement la qualité allemande à ce niveau. En vérité, au final, je n'ai trouvé de véritablement gênant que l'imposant couloir central, évidemment nécessaire pour faire passer la boîte et l'arbre de transmission. Cela dit, ça se gâte un petit peu pour les passagers. Malgré ses 4,5 m, cette voiture est un pur plaisir d'égoïste qui mettra à mal vos compagnons de route.
Par exemple, le passager à l'avant, lui, se sentira seul, avec comme seule compagnie la petite boîte à gants. Pour se consoler, il profitera au moins du siège baquet, bien que démuni de réglage électrique. Contrairement aux passagers arrière, qui eux regretteront simplement le jour où ils ont vu le monde pour la première fois, car c'est à ce moment qu'ils auraient dû commencer à prendre des cours de contorsion. Bien que cette petite fosse à nain propose un maintien excellent, il est véritablement très difficile d'y accéder et de voyager même pour un enfant lilliputien. Qu'à cela ne tienne, de toute façon, vu la taille du coffre qui permet de prendre à peine 3 caleçons et 2 t-shirts avant d'afficher complet, on se contentera le plus souvent de partir seul. Bref, fermons le haillon et ouvrons le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Un 2JZ. Ah, c'est quelque chose. Le cœur de notre GT se trouve là. Voici le saint moteur 2JZ GTE de 2997 cm3. Ce divin moteur super carré, c'est-à-dire disposant d'une course et d'un alésage identiques, est alimenté par une injection séquentielle et suralimenté par 2 turbos CT12B. Ce beau 6 cylindres en ligne de 24 soupapes en position longitudinale envoie sa cavalerie de 330 étalons sur les roues arrière au régime de 5600 tours minute et développe un couple camionnesque de 440 Nm à 4800 tours minute. Et croyez-le, ce n'est pas creux pour autant à bas régime, car le premier turbo en réglage séquentiel d'usine commence à tourner sa turbine à 1300 tours minute afin de fournir 45% du couple maximal jusqu'au déclenchement du deuxième turbo. En chiffres, c'est aussi un 0 à 100 abattu en seulement 5,5 secondes, un kilomètre départ arrêté en moins de 25 secondes et une vitesse max limitée pour notre japonaise à seulement 180 km/h, vitesse atteinte d'ailleurs avant même le rupteur sur la 4ème vitesse. Sur d'autres marchés, comme le nôtre par exemple, la Supra était bridée via un boîtier électronique à 250 km/h. Et si vous remplacez ce fameux boîtier, vous ferez sauter cette fameuse bride qui pourra faire du coup grimper la Supra à plus de 320 km/h. Difficile de croire donc qu'avec de tels chiffres, que ce moteur accuse déjà plus de 2 décennies d'âge. Notre modèle quant à lui est un tout petit peu plus vitaminé qu'à l'origine, on tient à vous prévenir. Elle fait aux environs de 400 chevaux et aux environs de 500 Nm de couple, avec des gros freins plus adaptés aux 1635 kg de la bête, afin de remplacer les freins ridiculement petits des versions japonaises, sans aucune commune mesure avec nos versions à multiples pistons. Allons donc vérifier sur le macadam si la Supra est à la hauteur de sa légende. Au démarrage, une sorte de frisson m'envahit mais littéralement. La musique du 2JZ, bien que discrète à l'intérieur au ralenti, annonce directement la couleur. La sonorité est rauque et chaque petite pression sur la pédale de droite assure une montée en régime franche. Aucune fausse note ne se laisse entendre. Dans la plus grande tradition japonaise, rien n'est laissé au hasard. La direction, bien qu'assistée, me paraît très ferme, tout comme le passage du premier rapport qui demande une certaine poigne. J'ai du coup une sorte d'appréhension quant à la suite des événements. Et en fait, ces appréhensions s'évanouissent au bout d'une dizaine de secondes à peine. La Supra est, et sera toujours, une GT très accueillante. Elle est très docile à bas régime et elle se conduit facilement. Sa direction précise permet de vite se familiariser avec l'imposant gabarit de notre japonaise. Le moteur gorgé de couple est plein à tous les régimes et permet de cruiser en ville à 50 sur le 4ème rapport sans avoir à jouer du levier, même en côte. Levier très ferme au passage, mais très bien guidé. Les freins pour le moment paraissent suffisants et le rayon de braquage est étonnamment petit au vu de l'empattement de la Supra. C'est super pratique. Les manœuvres sont du coup relativement simples à effectuer malgré une visibilité moyenne à l'intérieur. Les suspensions sont-elles un peu plus dures qu'à l'origine sur notre modèle? Ça nous secoue un petit peu, mais cela ne nous brusque pas non plus. Et au final, se balader sur un filet de gaz en se laissant bercer par les ronrons du 2JZ et en s'amusant des sifflements des turbos reste en soi une très bonne expérience qu'on renouvelle avec plaisir à chaque balade.
Enfin voilà, tout ça c'est très bien en balade. Je sais très bien que GT ne veut pas spécialement dire sportive, mais tout de même, GT, ça rime aussi généralement avec le mot performance. Et cette Supra nous a mis l'eau à la bouche des décennies durant. Je vous laisse juger ça par vous-même. Ça pousse fort, de manière très progressive. Mais à partir de 4000 tours, là, ça ne rigole plus du tout. Tous les manos décollent. Toutes les aiguilles partent d'un opposé à l'autre. Le contour s'envole sans ne plus jamais s'arrêter. Et mon corps, quant à lui, ressent une poussée mais monumentale. Ce moteur, lancé pleine charge, hurle une partition légendaire. La mécanique ne connaît absolument pas la fatigue. Peu lui importe le régime auquel on est. Le son de cloche annonçant la pause, c'est la dump valve sifflant de toutes ses forces au moment de lâcher les gaz. Mais j'ai à peine le temps de reprendre mon souffle, le temps de passer mon rapport, que ça reprend encore plus fort. Et ce jusqu'à la vitesse maximum de 180 km/h atteinte en 4ème vitesse sur notre version importée. Je n'ai même pas eu besoin de passer la 5e ou la 6e de la journée, tant le couple et la puissance sont omniprésents à absolument tous les régimes. J'en ai encore vraiment mais la chair de poule. Ce moteur il est disponible à très bas régime et il est rageur à haut régime, mais je sais pas, c'est vraiment une chose rare pour un moteur turbo. C'est une combinaison parfaite qui conviendra mais à tout le monde, à toutes les écoles et à tous les besoins. C'est une véritable réussite qui ne laisse apparaître absolument aucune faiblesse. Vu qu'il est difficile de trouver un point faible à ce moteur, essayons donc avec la boîte. Et là on est tout autant mal barré en fait parce que c'est un super compromis. La boîte est plutôt longue en elle-même. Bien sûr, ça ne paraît pas grâce à un moteur vraiment magnifique. Mais pour preuve, il est possible de cruiser à 120 en 4ème aux environs de 4000 tours. Et je vous rappelle qu'il y a quand même 6 rapports. Ce qui prouve que sur autoroute, elle peut proposer un agrément assez souverain et reposant. Il n'y a aucun trou notable de toute façon entre chaque rapport. Et même de toute façon, si l'étagement était discordant d'un rapport à l'autre, je rappelle que le couple moteur rattraperait aisément le tir. Mais bon, de toute façon, les boîtes Getrack sont connues pour leur excellence en toute matière. La commande est-elle très ferme, mais d'une précision rare. Tandis que la pédale d'embrayage, elle ne joue pas les casse-chevilles. Et du coup, ça contribue pleinement à la continuité d'un agrément de haute volée. C'est à mi-chemin entre le grand tourisme de gentleman et le sport sans concession d'une pistarde. Tout à coup, les premières courbes pointent très vite le bout de leur nez. Et j'ai là aussi quelques appréhensions avec un empattement aussi long, 1,6 tonne à emmener, un bloc avoisinant les 300 kg sur le train avant et un Torsen qui fournit 400 chevaux à l'arrière. La première courbe était très timide, j'étais vachement réservé, mais au final, la caisse ne semble pas être mal à l'aise du tout sur les petites routes sinueuses. Et avec un tel empattement et un tel poids, ce n'est pourtant évidemment pas son terrain de jeu favori. Mais elle se débrouille relativement bien. L'autobloquant procure un toucher de route précis qu'il est facile de deviner du bout du pied droit. Et la double triangulation suspend de manière plus que correcte la voiture. La direction assistée et asservie à la vitesse, elle travaille en collaboration avec cette double triangulation justement pour envoyer un maximum d'informations nécessaires sur l'état de la route, sans pour autant devenir désagréable sur terrain dégradé. Du coup, l'inscription en virage se fait sans trop de soucis, sans trop y réfléchir et même à vitesse élevée. On la sent stable et facile à mener. Cela dit, on sent aussi aisément que la moindre pression précipitée sur les gaz pourrait suffire à engager un power slide. Amusant, certes, mais assez impressionnant de vivacité. En d'autres termes, l'agilité est réellement impressionnante pour une automobile aussi imposante. Une bonne surprise en fin de compte, car vu la fiche technique, on aurait facilement l'impression que cette voiture est surtout une grosse autoroutière prétentieuse qui se dérobe comme un paix sur une toile cirée à la première courbe venue. Ce qui au final n'est absolument pas le cas. La moins bonne surprise par contre, c'est au niveau des freins. Sans pour autant être mauvais, il faut tout de même écraser la pédale pour vraiment freiner. Bien qu'il ne manque absolument pas d'énergie, c'est en fait l'attaque qui est un peu molle tout de même. Et il demande un minimum d'effort sur la pédale du centre. Heureusement, ils sont très endurants et avec un poids aussi conséquent que celui de la Supra, c'est vraiment devenu obligatoire.
Malgré tout, ils ne m'ont aucunement surpris et restent relativement sécurisants même à haute vitesse. En gros, ne comptez pas sur eux pour vous refroidir durant une session bien chaude, car ils répondront présents quoi qu'il arrive. En résumé les petits garagistes, la Toyota MK4 est à la hauteur de sa légende. Elle distille des sensations bien au-delà de ce que je m'imaginais alors. Cette Toyota Supra est une sorte de synthèse entre le sérieux allemand et l'émotion italienne. Son look intemporel ne manque pas de casser la nuque des badauds. Pour l'anecdote, durant notre essai, un monsieur a même cru qu'il s'agissait là de la nouvelle Ferrari. Son moteur onctueux est une véritable œuvre d'art qui ne perd aucunement de sa noblesse de par la présence des 2 turbos. Croyez-moi, c'est vraiment le point qui m'a le plus satisfait durant l'essai. Du coup, si vous avez le projet de vous en offrir une, foncez, vous ne serez absolument pas déçus. Mais le prix aujourd'hui est vraiment prohibitif. Ça va du simple pour un modèle RHD au double avec le volant à gauche. Et la tendance est malheureusement à la forte hausse. Au niveau fiabilité, n'ayez absolument pas peur de ce monstre. Il est au moins aussi robuste que les meubles en chaîne de vos arrière-grands-parents. Pour preuve, il peut supporter jusqu'à 3 fois sa puissance initiale, avec ses organes internes d'origine. Voilà pourquoi il est apprécié à ce point par les préparateurs. Et heureusement qu'il est fiable, car les pièces sont, en plus d'être relativement rares, relativement chères. La Supra était une GT de haut vol hier, et son prix d'entretien, lui, l'est encore aujourd'hui. Alors privilégiez tout de même un beau modèle RHD en bon état de fonctionnement, plutôt qu'un pas si beau modèle LHD à refaire entièrement. Au niveau des consommations, les chiffres vont de 10 à 12 litres au 100 en conduite pépère à largement plus de 20 litres au 100 en arsouille. Mais en règle générale, on n'achète pas une Supra pour faire des économies, et elle consomme au moins autant qu'elle vous procure du plaisir. Et ça vaut aussi bien pour une Prius. Et c'est donc avec le sourire qu'on va faire le plein très souvent de notre Supra. Par contre, si vous avez prévu de partir en vacances à 4, abandonnez cette espèce d'idée saugrenue. La Supra est un plaisir qui se partage au mieux à 2 et sans bagages. Mais soyons francs, le 2JZ GTE est un passager amplement suffisant quand on roule dans une voiture aussi bien réussie. En tout cas, un grand merci à Ludo de nous avoir ouvert les portes de son garage et pour le prêt de son sublime missile sol-sol nippon. Bon bah voilà les petits garagistes, merci d'avoir suivi l'essai de cette Toyota Supra, pardon. On a l'habitude, on aime bien, on est des kékés. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Made in Petit Garage. Allez, ciao ciao. Ah oui, non mais c'est clair. C'est vraiment...